Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à la 106 FM et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire sur la 106 FM sur l'actualité, sur l'analyse de l'actualité internationale. Après la conférence des forces vives de la nation en février 1990, le Bénin s'est doté d'un document de politique nationale pour les Béninois de l'extérieur. Approuvé en Conseil des ministres le 6 décembre 2000, le pays entrevoyait alors l'urgence de conduire des réformes appropriées et de prendre les mesures législatives ou révisions constitutionnelles nécessaires pour assurer aux Béninois de l'extérieur une représentation de qualité dans les institutions de la République, y compris des sièges à l'Assemblée nationale. Quel a été le degré d'implication de la diaspora béninoise dans la révision constitutionnelle du 31 octobre 2019? Et pour le vote à distance de la diaspora, je veux dire pourquoi le vote à distance de la diaspora ainsi qu'une représentation parlementaire des Béninois de la diaspora ne semble pas préoccuper les dirigeants actuels du Bénin. Pour répondre à ces questions, l'émission Regard sur le monde reçoit ce samedi deux Béninois de la diaspora, notamment le docteur Taïwo Kokodé. Il est médecin exerçant alternativement en France et au Bénin, et le docteur Fidel Sonon, il est consultant en management des organisations et conseiller au cabinet du président d'honneur de l'Union sociale libérale, USL. Bonjour chers invités. Bonjour Fernand. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. J'espère que vous êtes en vacances pour Taïwo. Comment se passe le séjour? Je ne suis pas du tout en vacances. C'est vrai que vous faites le tour entre Paris et le Bénin? Oui. Monsieur Azonanon, merci d'abord de nous avoir invités. Et oui, je fais la navette, je m'écartèle, comme je le dis, entre le Bénin et la France. Mais bon, je suis beaucoup plus ici que là-bas. Très bien, merci. Nous avons un Canado-béninois, Fidel Sonon. Il est sur le plateau également. Fidel, vous êtes beaucoup plus au Bénin maintenant qu'à l'extérieur. Ah oui, parce que c'est un choix personnel de revenir, reconstruire avec les sœurs et les frères. Nous allons vous écouter tout à l'heure. Ça fait plaisir de vous savoir si attaché au pays et que vous retournez souvent avec les Béninois de l'intérieur pour parler de développement et construire la nation. Lamine Sissé également sur le plateau. Lamine, bonjour Nagadef. Magnifique. Et voilà, merci pour ta fidélité. Et sincèrement, on ne le dira jamais assez. Et tout le soutien que tu nous donnes dans la conduite de l'animation de cette émission. Lamine, je le rappelle, est écrivain expert en communication politique. Il est spécialiste des questions d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Nos auditeurs auront la possibilité de téléphoner pour poser des questions à nos invités. Les numéros à appeler sont le 64 44 02 44 et le 96 27 71 49. Je répète, le 64 44 02 44 et le 96 27 71 49. Fernand Zonano à l'animation, René Tatou est à la mise en onde de cette émission. Le débat géopolitique avec Fernand Azonano et Lamine Sissé. Une fois n'est pas coutume, nous démarrons l'émission de ce jour par une parenthèse d'hommage à des personnalités illustres de la République qui ont tiré leur révérence depuis le début de ce mois de novembre. Mois dédié par la foi chrétienne catholique aux âmes des morts et à leur mémoire. En effet, le 6 novembre 2019, nous avons appris le décès du professeur ministre Albert Tevoidjre. Le 8 novembre 2019, le magistrat ministre Serpos Tidjani s'était éteint. Le 12 novembre 2019, le docteur président de la République élu et qui n'a jamais été investi, Basile Adjou Moumouni, nous a quittés. Le 13 novembre 2019, il a également plu à Dieu de rappeler à lui Émile Désiré Olo Goudou. Il était sociologue, anthropologue, écrivain, poète et ancien directeur général de l'Office de la radiodiffusion et télévision du Bénin. Nous nous inclinons très humblement devant la mémoire de ces illustres personnalités de notre pays qui ont quitté ce monde. Que leurs âmes reposent en paix et toutes nos condoléances aux familles éplorées. Chers invités, voilà, vous avez peut-être un mot à dire. Écoutez, moi personnellement, je ne connais pas en particulier les trois personnalités qui nous ont quittés. Même si ces dernières années, j'ai eu à pratiquer un peu le professeur Albert Tevoidjre, mais ce qu'on peut dire, c'est que
qu'ils reposent en paix, parce qu'ils ont très bien vécu. Ce sont de très grandes personnalités qui ont apporté beaucoup à notre pays et nous nous souviendrons d'eux. Nader? Oui, merci. Je pense que le professeur Albert Théoura, il dirait qu'on l'aime ou pas, fut un grand homme. Il a marqué ce pays de son empreinte d'homme politique, d'homme visionnaire. Et c'est ce que moi je garde. Et j'aimerais compléter cette liste avec le nom du professeur José Quenom, qui a été enterré avant-hier. Tout à fait, nous l'avons oublié, père son nom. Voilà, donc il faudrait quand même se demander pourquoi tout cela en même temps. Pourquoi tout cela? C'est peut-être pas le sujet, le sujet de notre émission de ce jour. On y reviendra à la mine système. Vous avez côtoyé cette personnalité également, un mot? Théo Djeré, oui, je paie à leur âme. Théo Djeré, son fameux et très pertinent rapport de la Conférence nationale des forces vives. Je crois que ce rapport-là devait être une référence pour tout homme politique. Tout à fait, merci à vous, docteur Nadin Ange Kokodé, ou Tréo Kokodé, comme vos affectueux plaisent à vous appeler. Vous revenez au pays à un moment où une bonne partie du peuple béninois est plongé dans la confusion et le désenchantement face au modèle de gouvernance imposé par le régime actuel à la tête du Bénin depuis 2016. Quelle est votre appréciation du contexte socio-politique actuel du Bénin? Triste constat, je dirais d'entrée, je citerai Albert Théoura, lorsque l'intelligence dédette le forum, la médiocrité s'installe et tout finit en dictature. Je pense que c'est ça le constat. Mais après avoir fait le constat, il faut essayer de voir les tenants et les aboutissants. Vous savez, quand il y a des gouvernants, mais il y a des gouvernés. Donc c'est souvent très très facile de jeter l'opprobre sur les gouvernants en général. Mais qu'en est-il des gouvernés? Voilà, donc globalement, je pense que ce que nous vivons depuis quelques années pour notre pays, le Bénin, qui a connu la conférence nationale, cette lumineuse conférence, qui est l'un des pays les plus démocratiques de l'Afrique, c'est un peu triste. Ces lois qui sont prises de nuit. Donc moi j'ai entendu dire que notre constitution n'était pas un fétiche, mais bon, en général c'est au fétiche qu'on fait des oboles la nuit. Donc vous voyez, notre assemblée, cette assemblée dont beaucoup se plaisent à dire que c'est une assemblée de godillots, ne travaille très bien que la nuit. Voilà. C'est votre appréciation de la chose. On va y revenir, mais on vous sent visiblement préoccupé face à la situation. Je vais écouter le docteur Sonon là-dessus. Fiel Sonon, vous êtes naturalisé canadien, donc bénino-canadien, et vous partagez depuis plusieurs années, vous partagez entre la diaspora et le Bénin. Je vous pose la même question. Quelle est votre appréciation du contexte sociopolitique actuel de notre pays? Il y a quelques années, même avant de quitter le Bénin, et quand j'étais en permanence au Canada et ailleurs, j'étais très fier d'être béninois parce qu'on qualifiait mon pays de berceau de la démocratie en Afrique. Malheureusement, nous sommes en train de glisser vers le mouroir de la démocratie et si les choses continuent en l'état, nous risquons de devenir le cimetière de la démocratie et c'est très désolant. Lamine Cissé, vous êtes un arbitre, disons-le, vous êtes au milieu des deux. Disons un migrant de la diaspora sénégalaise, mais vivant au Bénin depuis plusieurs décennies. Voilà le constat de nos amis de la diaspora béninoise, retournés au pays. Vous, est-ce que vous partagez le même sentiment? Vous savez, la diaspora, les hommes de la diaspora ont une expertise que les Béninois ou les Sénégalais de l'intérieur ne l'ont pas. Ils ont expérimenté d'autres sociétés, d'autres types de fonctionnement. Votre question, c'est la situation sociopolitique. Je dis la situation sociopolitique est trouble. C'est ce que moi je constate. Puisque j'ai vu ce qui s'est passé. On vient de prendre des lois pour pardonner les gens. Il y a un malaise profond. Alors moi, ce que j'aurais souhaité est que ça soit apaisé. Parce que le contexte socio-culturel est très alarmant, d'autant plus que
les hommes politiques ne se parlent pas. Oui. D'autres sont à l'extérieur, d'autres sont en prison. Le dialogue est rompu. C'est ça mon inquiétude. Alors moi, je voudrais appeler au dialogue. Au dialogue sincère. Pour le Bénin. Quand je verrai ça comme je le voyais auparavant. Mais il y a eu dialogue. Non. Il y a cela quelques semaines, que ce soit d'un côté ou de l'autre, nous avons Vous été voulez qu'on dialogues. en parle véritablement? On va y revenir. Le 31 jeudi dernier, je veux dire le 31 jeudi 31 octobre, le jeudi 31 octobre, je précise, dernier, le contexte actuel du Bénin a connu un regain de tension en raison de la révision par procédure d'urgence de la loi. Certains parmi vous ont commencé par le dire, la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. On ne le dira jamais assez. Le test de révision a été adopté à l'issue d'un vote à l'hémicycle, sanctionné par 83 voix pour 0 contre, 0 abstention, donc à l'unanimité. Un score largement supérieur à la majorité des 4/5e, soit 67 députés, exigés par la Constitution pour l'approbation de la proposition de révision constitutionnelle. C'est un processus qui allait extrêmement vite, mais à l'arrivée, on constate que le président Patrice Talon a eu ce qu'il voulait. On peut le dire, puisqu'il a fini par concrétiser l'une de ses réformes phares qui font l'objet de polémiques depuis sa prise de service, sa prise de pouvoir en 2016. Quelles sont vos premières analyses de ce changement important? Nous parlons maintenant de la Constitution qui a été révisée. Quelqu'un le disait, à un moment donné, on le prenait pour un fétiche. Est-ce qu'il est toujours le fétiche qu'on croyait avoir? Nadine Kokode, Taïwo. Ben, écoutez, je pense que l'objet de la politique, globalement, c'est la réalisation du bien commun. Donc, la politique, c'est pour que tous les citoyens se sentent bien dans la cité. Et à partir du moment où la façon dont cette constitution a été modifiée, c'est-à-dire que déjà par ceux qui l'ont modifiée, c'est un tout en fait. Moi je me place en tant que médecin, écoutez, je prends, vous savez, un accouchement par définition est très douloureux, c'est traumatique pour la femme, même pour l'enfant qui va sortir. Et imaginez un accouchement issu d'une grossesse incestueuse. C'est de ça dont vous voulez qu'on parle en fait. L'enfant peut être beau. Expliquez-nous, parce que nous ne comprenons pas, pourquoi une grossesse incestueuse? Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Une grossesse incestueuse parce que les tenants, dès le départ, vous avez une assemblée qui a été mal élue. Que là, je prends les chiffres officiels, 24, je pense, %. Une assemblée qui a été mal élue. Vous avez une assemblée dans laquelle il y a des endroits au Bénin, il n'y a pas eu un seul bulletin de vote. C'est ça la réalité. Lorsqu'on veut changer une loi de cette envergure, avec ce genre d'assemblée, je pense que même des citoyens qui sont très tempérés comme moi, ils ont la dragée qui ne passe pas. C'est ça, en définitive. Donc, en plus, vous avez dit tout à l'heure, cette loi, elle arrive à l'Assemblée, elle passe haut la main, c'est-à-dire que c'est un vote à main levée. Peut-être que j'aurais été dans la salle, j'aurais été obligé de lever la main aussi. Puisque, je dirais, en définitive, il faut que je fasse un vote utile. Je ne jette pas la pierre aux députés. Ce n'est pas les députés l'objet. C'est-à-dire que si on commence à jeter la pierre aux députés, ça veut dire qu'on est borgne, on ne voit pas. Voilà, donc c'est tout le système. Donc c'est pourquoi je dis c'est une modification de constitution qui naît de rapports incestueux. Quelle que soit la beauté de l'enfant qui sort de ce rapport, il demeure un rapport incestueux. Mais Durales, Fidèle Sonon, docteur Fidèle Sonon, vous êtes de l'opposition. Vous avez eu quand même la possibilité de vous conformer aux tests en vigueur, les tests votés par les députés à l'Assemblée avant les élections législatives dernières. Finalement, vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas allé à l'Assemblée. Est-ce que vous êtes
vous ne vous en voulez pas, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir eu cette position, la position jusqu'au boutiste, extrémiste, que l'opposition a adoptée et qui finalement l'a éliminé totalement de l'Assemblée, qui amène aujourd'hui le pouvoir se retrouver à l'Assemblée avec des députés qui lui sont favorables? Merci. Défendez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais bien répondre à votre question, mais vous me permettrez d'opiner sur la révision de la Constitution, j'espère. Mais je répondrai, je ne fuirai pas votre question. Je rectifie. Nous avons tout fait, tout ce qui est à notre pouvoir et à notre devoir pour nous conformer à la mauvaise loi. D'accord? Et c'est beaucoup plus un blocage artificiellement organisé au niveau du ministère de l'Intérieur qui nous a amené à la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés. Je parle au nom de l'USL. L'USL, je parle de l'USL. Je ne parle pas des partis qui ont décidé de ne pas envoyer leur dossier. Nous l'avons fait. Et les premières observations qui sont venues du ministère de l'Intérieur, nous avons satisfait à toutes ces observations. Je dis toutes. La copie était très bonne. Et c'est justement la deuxième correspondance qui a inventé d'autres éléments sur lesquels je ne souhaiterais pas revenir ici. Oui, qui a inventé d'autres éléments. Oui. Et ils sont conscients de ça. C'est pour ça d'ailleurs que dans les corrections qu'ils ont faites récemment, ils ont donné des injonctions au ministère de l'Intérieur pour que désormais ce soit que les observations se fassent en un seul bloc et non en plusieurs blocs, parce qu'on ne peut pas vouloir évaluer des gens, surtout qu'ils ont parlé de certificat de conformité. Un certificat de conformité, j'aime le dire souvent, appelle la notion de certification. Et quand il y a la notion de certification, il y a des normes qui sont partagées par celui qui est certifié et celui qui certifie. Mais dans le cas du Bénin, celui qui certifie avait les normes qui pouvaient changer à tout va. Revenant à la question de la révision de la Constitution, je serai moins tendre que mon ami. Je pense que le bébé n'est même pas beau. Le bébé souffre d'une, il va me le permettre, je ne suis pas médecin, d'une malformation chronique qui le prédestine à une mort certaine. Parce que c'est une révision qui a été faite par un Parlement totalement illégitime. Et même dont la légalité pose problème. Illégitime. Un quart des Béninois ont élu ces députés qui sont là. Totalement illégitime. Parce que notre Constitution commence par le préambule. C'est écrit en grand caractère. Nous, peuple. Ils ne représentent pas le peuple. Donc ils ne peuvent pas, ils ne sont pas habilités à toucher, entre guillemets, à ce fétiche-là. Ils l'ont fait. Donc ça, c'est d'abord le premier point. Le deuxième point, c'est que la révision a été faite de façon unilatérale et non consensuelle. Unilatérale et non consensuelle. Troisième élément, c'est une révision partielle et partiale. Si on devrait réviser la Constitution, parce qu'il faut que je profite pour dire, l'USL n'a jamais été contre la révision de la Constitution. Et ça, je vous le souffle. L'USL a fait un travail excellent. Un travail de proposition sur la révision de la Constitution béninoise, si on devrait le faire de façon consensuelle. Donc nous, on n'a pas du tout peur de la révision de la Constitution, seulement qu'il faut des conditions, il faut que tout le monde, tous ceux qui doivent se réunir autour de la table, profitent pour réviser, faire une bonne révision. Donc, vous voyez qu'effectivement, l'enfant souffre d'une malformation et cet enfant va mourir. Nous allons certainement en parler. Cette Constitution qui a été révisée, telle que révisée, il n'y a aucun lendemain. Docteur Fidèle Sonon, c'est vrai, la question sur la légitimité ou la légalité de cette Assemblée reste entière, mais c'est devenu un dialogue de sourds finalement entre vous, l'opposition, et puis le pouvoir, où on n'arrive pas à trancher, puisque les autres également, n'ayant pas des dispositions qui les obligent à rapporter, donc tout le processus et toutes les démarches qui ont été menées jusqu'à l'installation de cette Assemblée sont obligés de continuer le processus démocratique avec cette Assemblée, et c'est ce que nous avons constaté. Alors, comment peut-on, et là je me tourne vers le docteur Taiwo Kokode, comment peut-on voter un texte aussi sensible? Je parle de la Constitution, la nouvelle Constitution, comment peut-on la voter? Un texte aussi déterminant pour la vie de tout un peuple dans une telle précipitation, sans qu'il y ait eu la moindre objection contre une virgule ou un point mal placé et sans aucune consultation de la diaspora. Puisque, à vous entendre parler, la diaspora n'a pas été associée au processus. Mais vous savez, la diaspora, moi je relativise toujours quand on parle de diaspora, vous savez. La diaspora, c'est d'abord, allez, en parlant que de la diaspora béninoise, c'est d'abord les Béninois de l'extérieur. Et la diaspora, normalement, c'est souvent aussi un objet
une idée autour de laquelle les Béninois de l'extérieur eux-mêmes se retrouvent, devraient se retrouver. Et ensuite, il y a un cheminement. Ce n'est pas le cas actuellement. Et à partir du moment où il n'y a ni cet objet, et il y a bien les Béninois de l'extérieur, je pense qu'il doit en avoir 4 à 5 millions à l'extérieur du Bénin, d'accord, qui pourraient constituer une force extraordinaire. Mais il n'y a ni l'objet, ni le cheminement. Mais c'est exactement comme ce qui se passe à l'intérieur. Mais vous avez quand même le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Oui, on a le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. On a la loi de 2000 dont vous avez parlé tout à l'heure, du 6, je pense, octobre en tout cas. C'est quand Rafi Outoukoro était président du Conseil économique et social. Donc ils ont fait cette proposition de loi pour que les Béninois de l'extérieur puissent être représentés aussi bien au Conseil économique et social qu'à l'Assemblée. Précisément le 6 décembre 2000. Voilà. Donc cette proposition de loi, je pense qu'elle dort toujours. Voilà. Et depuis ce temps, c'est pour ça que il faut relativiser. Ce n'est pas que les gouvernants qui sont là aujourd'hui. Je pense que c'est depuis. Il n'y a personne qui ait fait quelque chose pour que cette proposition de loi puisse devenir une réalité. Et pourtant, je pense qu'en force financière, nous sommes les meilleurs aujourd'hui pour le Bénin. En tout cas, nous apportons plus que l'aide au développement. Donc, je pense qu'il faut d'abord relativiser. Donc, que cette diaspora ne soit pas associée à ce qui se passe, donc c'est d'abord à partir de ce constat. Et la deuxième chose, c'est que lorsque vous partez du principe que il n'y a pas de compétences dans votre pays, je pense que même si vous les retrouvez, vous ne les associez pas. Là, on parle de la Constitution, mais il y a bien d'autres domaines dans lesquels il y a des compétences béninoises à l'extérieur et que ces Béninois ne sont pas interpellés. Vous vous sentez exclu totalement du processus? Écoutez, on a parlé d'élections législatives exclusives. Alors là, la révision de la Constitution, elle est également exclusive, en tout cas vis-à-vis de la diaspora. En tout cas, nous n'avons pas... De toute façon, même les Béninois de l'intérieur n'ont pas été consultés, pas plus que ça. Vous ne parlerez pas de ce dialogue. Voilà, donc même les Béninois de l'intérieur n'ont pas été consultés. Pourquoi vous voulez que ceux de l'extérieur soient consultés? C'est ça, en définitive. Donc je pense que, cette partie du débat, on pourrait peut-être l'éluder. Donc, le problème, le mal, il est plus profond. Le mal, il est plus profond. Je crois qu'il faut que nous commencions par être fiers de ce que nous sommes. Il faut que le Béninois commence par être fier de ce qu'il est. Il faut que les dirigeants soient fiers de leur peuple et soient fiers des potentialités qu'il y a chez eux. Moi, je vois plein de choses dans ce pays où il y a des compétences meilleures à celles qu'on fait venir et que je connais personnellement. Sur le plan de la médecine, je peux en parler. D'accord, je peux parler des hôpitaux d'excellence et dont je connais l'histoire. On pourrait en parler une autre fois. Absolument. Donc, je sais qu'il y a des compétences béninoises à l'extérieur qui peuvent faire des choses extraordinaires. Il faudrait qu'on enlève nos œillères et qu'on regarde plus loin. Là, je parle aux dirigeants. Docteur Sonon, vous connaissez bien le Canada. Est-ce que, au-delà du Canada, des autres pays de l'Europe, vous avez peut-être des informations que certains Béninois de la diaspora, en tout cas, une certaine catégorie appartenant ou proche du pouvoir actuel, soient associés au processus, et de quelle manière? Oui, je souriais lorsque vous posiez la question à Dr Taïrou. Il vous a bien répondu. Si les Béninois de l'intérieur ont été exclus, ce n'est pas les Béninois de l'extérieur qui vont avoir la chance donc, de participer à ce processus. Et parlant des Béninois de l'extérieur, effectivement, ce pouvoir est dans une dynamique d'exclusion. Et ça, ils ne vont pas s'arrêter. Parce que ce n'est que cette seule voie, par cette seule voie, qui peuvent se maintenir au pouvoir. Ils ont peur d'une compétition réelle. Là, vous exagérez. Non, je n'exagère pas. Parce que nous avons vu ce qu'auraient été les résultats des élections législatives si elles avaient eu lieu. Parce que si vous voyez le taux d'abstention qui a été nourri par l'opposition, vous voyez clairement ce qu'auraient été les résultats. Moi, je crois que nous avons raté une très belle opportunité de faire une bonne révision de notre Constitution en incluant, parce que nous parlons justement de la diaspora. Parce que comment vous expliquez que le pouvoir actuel qui utilise
abondamment quand même, hein, un peu plus qu'avant, les Béninois de l'extérieur. Moi, j'en connais énormément qu'on a fait venir. Ce n'est pas plus mal. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas plus mal. Qu'on a fait venir de l'extérieur pour travailler, pour accompagner le gouvernement. Mais il ne s'agit pas d'utiliser les Béninois de l'extérieur. Il ne faut pas qu'ils soient sujets de ce qui se passe. Il faut les valoriser. Il faut qu'ils soient acteurs. Et donc, vous ne pouvez pas demander le vote des Béninois de l'extérieur lorsqu'il s'agit de voter, encore que ce n'est pas pour toutes les élections, mais lorsqu'il s'agit qu'ils soient eux-mêmes acteurs, c'est-à-dire qu'ils soient représentés par exemple au Parlement, qu'il n'y a aucune place, par exemple, pour les Béninois de l'extérieur, alors que dans d'autres pays, la chose est possible. Pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de cette révision constitutionnelle pour constituer, par exemple, une constitution électorale à l'extérieur, ou deux, j'en sais rien, tout à fait. Par rapport à la démographie. Donc voilà pourquoi je parlais tout à l'heure d'une révision partielle. On va y arriver, on va y revenir. Donc, Lamine Cissé, depuis les débuts des années 90, le nombre de pays qui ont adopté des mesures pour permettre aux citoyens résidents à l'étranger de participer aux élections de leur pays d'origine a augmenté de façon exponentielle pour atteindre approximativement, disons, on a vu au-delà de 130 pour certains pays. La plupart des pays du continent africain ont actuellement recours à ce type de mesures. Alors qu'ils étaient seulement 4 avant l'année 1990. Aujourd'hui, c'est presque tous les pays du continent qui adoptent le vote des étrangers, le vote de la diaspora. Malgré cette évolution spectaculaire, certains pays comme le Bénin tardent à constitutionnaliser ce processus. Vous avez entendu le docteur Sonon le dire. On a eu cette opportunité à travers la dernière révision constitutionnelle, ça n'a pas été fait. Alors même qu'une volonté relativement importante se manifeste désormais sur ce sujet au sein de la diaspora béninoise. On les a attendus tous deux. Ça veut dire qu'ils sont préoccupés, comme tous les Béninois de l'extérieur sont préoccupés aussi par le sujet. Tout en réfléchissant aujourd'hui à ce sujet, dans ce débat, moi je voudrais vous demander pourquoi le Bénin tarde à avancer dans ce processus, contrairement à votre pays, le Sénégal. Non, la préoccupation, elle doit être fondamentale. Elle doit être fondamentale également parce que la diaspora est un acteur de développement de fait. Nous, on les appelle des régulateurs de tension sociale par la prise en charge des familles restées au pays. Et je vais plus loin. Si n'eût été la diaspora, nos États allaient s'envoler en éclats. Parce qu'en fait, la pression sociale, la tension, la demande sociale, il n'y a aucun gouvernement qui pouvait contenir cette tension sociale. Donc la diaspora est extrêmement importante. C'est eux qui scolarisent les enfants, c'est eux qui nourrissent les familles, qui les logent, qui les soignent. C'est eux qui construisent des maisons, c'est eux, etc. Donc cette diaspora a un rôle fondamental dans l'équilibre macroéconomique de nos pays. Donc c'est pourquoi, comme le Niger, comme d'autres pays, le Sénégal, les gens disent, mais la diaspora sénégalaise, pourquoi au niveau du Parlement sénégalais, nous avons aussi 15 députés de la diaspora. C'est bon de le savoir. 15 députés de la diaspora. Donc c'est pourquoi cette pratique doit avoir un effet d'entraînement dans tous les pays. Et je joins un fidèle qui dit que la diaspora doit être un acteur. La diaspora est un acteur de fait déjà. Parce que les gens commencent... J'ai vu dans le PAG du gouvernement du président Talon, il a donné une place importante à la diaspora. Mais c'est l'applicabilité. Pour l'appliquer, il faut des conditionnalités. Et ces conditionnalités-là ne sont pas encore remplies. Alors moi, c'est-à-dire que je m'inquiète quand je les entends parler, mes vis-à-vis. C'est des choses que je connais, mais je m'inquiète davantage, d'autant plus que les gens pensent que la démocratie, c'est l'alternance qui est la démocratie. C'est-à-dire qu'on remplace le président, c'est ça qui est la démocratie. La démocratie, c'est le processus. Et le processus, c'est depuis les lois, les inscriptions, les instruments qui doivent contrôler, qui doivent donner des résultats. C'est tout ça là qui doit une transparence absolue et qui obéit aux règles de la démocratie. Et quand on parle de démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. Moi, je m'inquiète quand je vois dans les pays où les populations sont muselées. Mais quand même, laissons au peuple de faire son choix. Même si le peuple se trompe, laissons le peuple se tromper. Je reste avec vous, Lamine Cissé. Le cas du Sénégal, nous le savons, mais il y a également d'autres pays sur le continent africain qui ont adopté la même mesure. Le Niger, par exemple. Oui, le Niger. Il y a des députés de la diaspora au Niger ici au MAJ. Ensemble, c'est Issa Boubacar Alpha.
le président du Haut Conseil des Nigériens, je les vois, je les côtoie, mais ils sont à l'intérieur comme à l'extérieur. N'est-ce pas? Ils s'inquiètent des problèmes et ils viennent poser le problème, la diaspora au niveau de l'Assemblée nationale. Là, c'est un beau jeu démocratique. Mais ça ne veut pas dire que celui qui fait ça, les fondements de sa démocratie dans son pays, mais c'est apporter... Parce que, vous savez, la contribution de la diaspora dans le processus électoral de la démocratie d'un pays est énorme. Puisque cette diaspora, d'abord, il y a les hautement qualifiés, il y a une diversité de compétences et une diversité de pays. Donc, chaque pays, ce sont les expériences qu'on amène pour contribuer au développement. Nous sommes en train de rater quelque chose, c'est ce que vous êtes en train de dire. Nous sommes en train de rater quelque chose. Beaucoup de choses. Alors, est-ce que je reviens, mes amis? Mais prenez le cas de Lionel Zinsou. C'est never de la diaspora. Mais c'est un homme de la diaspora. Un bénévole de la diaspora. Est-ce que vous avez une compétence? Il y a tellement de compétences comme ça dans la diaspora, mais qui n'ont pas le cadre approprié. Parce que nos institutions sont instables. Nos institutions bougent à l'humeur des hommes. C'est-à-dire les hommes qui sont au sommet des États. Les États, ça bouge. À chaque alternance, ça bouge. Donc, il y a une instabilité qui fait que cette promotion de la diaspora, cette intégration de la diaspora d'une façon effective dans le circuit de la démocratisation ou de l'économie du développement, ça pose énormément de problèmes. Et ça nous amène aussi à gaspiller les ressources et que nous pouvons attirer de la diaspora pour le développement du pays. Docteur Kokode Taïwo, je voudrais vous poser cette question. Avec ce que vous venez d'entendre de Lamine Cissé, peut-on encore continuer à considérer ou à croire au caractère fondamental et national de la Constitution du Bénin et considérer qu'elle est devenue la propriété, ou constituer qu'elle est devenue la propriété d'un groupuscule d'individus politiques? Est-ce que c'est toujours la loi fondamentale de notre pays, dont le peuple doit être fier, ou elle a été prise en otage simplement par les politiciens? Vous me permettez, avant de répondre à cette question, je vais répondre, de rebondir un tout petit peu sur ce que l'ami Cissé vient de dire. Je pense que, je le répète, il y a un rôle de la diaspora. Et j'ai vécu 8 ans au Mali, je sais comment ça se passe au Mali. Je sais comment est la diaspora malienne en France, par exemple. Et quand moi j'étais au Mali, j'ai créé la première association viable. Je dis viable, elle est toujours là-bas aujourd'hui. L'association des élèves, étudiants et scolaires du Bénin au Mali. Elle y est toujours. Et je pense qu'elle a pris corps parce qu'on était au Mali. On était au Mali. Je sais ce qui se passe en France, où je suis, où nous avons diverses associations. Et je me permets là de faire un petit clin d'œil à Romain Dacosta pour tout le travail qu'il fait en tant que président mondial du HCBE et pour le projet qu'il a d'organiser un forum des diasporas béninoises. Parce que je pense qu'on a besoin d'un outil. Et cet outil, avec le HCBE, le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, on n'arrive pas à le faire parce que c'est une institution quasiment républicaine, dans laquelle des gens comme moi ne se retrouvent pas. Donc je pense qu'il y a un préalable à faire, et peut-être que nous, quand nous aurions fait ça, quand nous aurions cimenté ça, quand nous aurions peut-être nettoyé un tout petit peu notre propre maison et que nous aurions montré qu'il y a des compétences béninoises qui font mille et une choses à l'extérieur, les gouvernants nous verront d'un meilleur œil. Maintenant, monsieur Fernand Azonano, dites, est-ce que cette loi est toujours une loi fondamentale? Est-ce que c'est toujours notre constitution? Vous savez très bien que oui. Vous savez, moi je suis républicain, je suis démocrate, vous savez. Et ce que j'aime dans les combats, c'est que je les prends bataille après bataille. Et c'est peut-être un peu ce que je reproche à l'opposition. Je pense que l'opposition est restée dans une seule ligne. Radicale. Non, je n'utiliserai pas ce mot. Elle est restée linéaire, en fait. Elle n'a pas pu changer de danse. Ou faut du haut, ou faut non du haut. C'est ça. Elle n'a pas pu changer de danse. Elle n'a pas pu changer de pas de danse. Et c'est aussi une faiblesse. Ben, je ne dirais pas. Je ne fais pas de jugement de valeur. Oui, mais votre concitoyen, le docteur Sonon est juste à côté de vous. Peut-être il faut le lui dire. Après, il y a une opposition plurielle au Bénin. Je ne dirais pas ça. Et vous savez, l'histoire de notre constitution, alors il y a... vous savez, on dit en fond que... t'as fait madonna, mais on a voté où?
Ça veut dire? Ça veut dire globalement que l'oncle à qui on ne peut rien dire se retrouve au marché avec le pagne plein de caca. Et c'est au marché, c'est en ville qu'on lui dit, mais tu ne vois pas, il n'y a personne chez toi. Et Qui pourrait te le dire Qui pourrait te le dire. avant que tu ne sortes de chez toi. Voilà. Et c'est peut-être Alors la dignité familiale est exposée au dehors. exposé au dehors. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons un chef d'État qui sait que notre constitution, et c'est ça la réalité, lui confère un pouvoir extraordinaire et il en use et il en abuse. La démocratie, c'est un cadre de bien-être, de mieux-être d'une population. L'homme est un animal politique du seul fait qu'il a la possibilité de parler et de vivre en communauté. Voilà. À partir du moment où vous oubliez que cet animal politique n'œuvre que pour le bonheur commun, vous oubliez quelque chose. Notre constitution, sur le plan démocratique, reste notre constitution. Moi, je ne pourrais pas dire le contraire. Ouais. Mais sur la forme, il y a quand même énormément de Je choses. voudrais rappeler aux auditeurs et à nos téléspectateurs également, puisque nous sommes également regardés sur YouTube, qu'ils peuvent appeler dans 3 petites minutes les numéros 64 44 02 44 ou le 96 27 71 49 pour poser des questions à nos invités. En attendant, Docteur Sonon, je reviens à vous. Il y a eu quand même des innovations, que ce soit dans la Constitution ou le Code électoral, qui a été révisé également à l'Assemblée nationale le jeudi dernier. Et entre autres innovations, on peut citer, il y en a beaucoup, la création d'un poste de vice-président qui sera désormais élu en duo avec le président de la République à la majorité absolue des suffrages. On a l'abolition de la peine de mort, la promotion des femmes au Parlement à travers une meilleure représentation. On a la création de la Cour des comptes, la reconnaissance et l'octroi d'un statut à la chefferie traditionnelle, le parrainage des candidats par les élus communaux et par les députés, l'organisation d'élections générales, à savoir présidentielles, législatives ainsi que municipales, communales et locales à partir de 2026. Et le jeudi dernier, le code électoral révisé est revenu également sur la plupart de ces propositions, de ces innovations. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Bénin avance quand même ? Au-delà de toutes ces polémiques, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à l'Assemblée, au processus électoral démocratique dans le pays, le Bénin avance. Je voudrais vous rappeler d'abord que l'USL, auquel j'appartiens, et moi personnellement, je n'ai jamais été contre la révision de la Constitution, mais il faut le faire dans les formes. Vous savez ce qui s'est passé? On a pris quelques éléments sur lesquels tout le monde s'est déjà entendu depuis des lustres, qu'on a utilisé pour valider des éléments extrêmement graves. La promotion des femmes, etc., la peine de mort. Ne revenons pas sur ces éléments. Mais il y a des choses extrêmement graves. Il y a eu détournement d'objectifs du dialogue politique pour en faire en fait un élément pour valider la révision de la Constitution en y mettant quelques éléments. Même le rapport des experts a été clair sur les articles qu'ils ont recommandé de toucher. Mais vous avez vu, ils ont touché à près d'une quarantaine d'articles. 47. Et ils ont introduit des choses extrêmement graves. Et si vous me permettez, je vais quelques deux éléments sur Allez-y rapidement parce que nous allons commencer par prendre les auditeurs. Quelques deux éléments, parce que nous parlons un peu trop politique dans ce pays. Il faut parler un peu économie. Allez-y. Et je ne sais pas si c'est fait exprès, cette diversion. Vous savez, dans cette constitution, nouvelle constitution, l'article 145, si je ne m'abuse, 145 nouveau, il est dit que le droit d'accorder la ratification des crédits, donc quand le Bénin veut aller prendre des crédits, veut s'endetter, disons les choses terre à terre, on n'a plus besoin de requérir l'avis, l'accord du peuple qui est représenté normalement par le Parlement. Dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, le Bénin, en décembre 2018, la dette du Bénin, c'est plus de 3200 et quelques milliards. Ça veut dire 1000 milliards en moyenne par an, la moitié de notre budget. Et là, vous permettez au chef de l'exécutif, qui devrait être contrôlé par les députés, d'aller emprunter n'importe comment. Et dans le chiffre que je viens de vous donner, près de la moitié, 26%, plus de 26% de notre dette est libellée en devises étrangères.
Cela veut dire en définitive que lorsque, par exemple, il y aura dévaluation, vous voyez ce qui nous attend. Donc, on est en train de donner plein pouvoir à l'exécutif d'aller aujourd'hui s'endetter énormément au nom du Bénin. L'endettement, ce n'est pas la chose. Ça, c'est une inquiétude. Non, c'est une grave inquiétude. Pourquoi? Parce que, laissez-moi vous dire très rapidement quelque chose. En 2018, oui. le code des marchés publics a été déjà modifié. Le code de 2003 a été déjà modifié et a donné plein pouvoir au Conseil des ministres de valider des marchés publics sans limitation de montant. De gré à gré, sans limitation de montant. Alors que nous avons une autorité qui régule les marchés publics. Voilà le contexte dans lequel on donne encore ce pouvoir supplémentaire à l'exécutif. Et pire encore, dans la même constitution, on dit que c'est le président de la République qui va désormais nommer le président de la Cour des comptes. Nous avons créé un super président. Mais attendez, la Cour des comptes est supposée contrôler les comptes de l'exécutif. Très bien. Vous voyez dans ce contexte, c'est juste un élément. Hein? Oui. C'est juste un élément. Et c'est extrêmement grave. Docteur Taïwo, très rapidement, je veux vous entendre là-dessus. On a eu des innovations comme la réduction, par exemple, de la caution. D'accord. Le code électoral a réduit de 50 millions plutôt de francs CFA. Ça fait 76 200 €. La caution à payer par les candidats à l'élection présidentielle alors qu'elle était de 250 millions auparavant et nous l'avons tous décrié. Le nouveau code prévoit aussi pour la validation de leur candidature, les futurs prétendants au poste doivent, que ce soit au poste de président ou vice-président de la République, doivent être parrainés par 10% de l'ensemble des députés et des maires. Également, le nombre de députés est porté de 83 à 109 sièges désormais, dont 24 exclusivement réservés aux femmes, à raison d'une femme par circonscription électorale, et seules les listes ayant obtenu 10% des suffrages valablement exprimés sont éligibles à l'attribution des sièges. Voilà autant de choses quand même qui peuvent nous dire raisonnablement qu'il y a eu des avancées entre l'ancienne code et ce qui a été révisé et rendu disponible par l'Assemblée le jeudi dernier. Allons-y très rapidement. Vous avez une petite minute. Écoutez, vous avez dit tout à l'heure que nous étions obligés de continuer avec le processus démocratique avec le nouveau Parlement. Oui. Donc je pense qu'on n'a pas trop le choix, ils sont là et cela s'impose. Mais moi, je vous ai dit tout à l'heure que l'enfant issu de cette relation était un enfant incestueux, dont vous me demandez d'apprécier la beauté. Je n'ai pas dit que l'enfant était beau. J'ai dit qu'on me demande d'apprécier la beauté. Vous savez, il y a certainement des avancées. Il y a certainement des avancées. Hein. Donc, ramener la caution à 50 millions, je pense que c'est une chose assez... Et l'ancienne caution, ils ont nettoyé leur merde. Assez intéressant. Le docteur Kokode a la parole. Oui. Le docteur Kokode a la parole. Il parle avec son cœur. Oui. Voilà. Mais je pense qu'on n'avait vraiment pas besoin de mettre cette histoire de 24 sièges pour les femmes. Je pense que c'est complètement les ridiculiser. Moi, je continue à y croire. Vous ne croyez pas à la discrimination positive? Non, mais c'est une discrimination là complètement négative en fait. Hein. Donc, c'est votre avis. Vous avez interrogé les femmes là-dessus? Mais est-ce qu'elles vous ont dit qu'elles ne sont pas d'accord avec cette proposition? La mienne, oui. Hein, celle avec qui je suis, n'est pas d'accord. Et j'en connais bien d'autres avec qui il y a des points. Nous laissons l'antenne aux auditeurs. Voilà. On va certainement revenir à vous tout à l'heure. Okay. Les auditeurs peuvent maintenant appeler. L'antenne est disponible. Les lignes à appeler, c'est le 64 44 02 44 et le 96 27 71 49. Le premier auditeur. Bonjour, monsieur l'auditeur. Et votre nom? Vous appelez d'où? Bonjour. Et éloignez de vous votre poste récepteur pour améliorer la qualité d'écoute, s'il vous plaît. Monsieur le journaliste. Oui, vous avez la parole. Je m'appelle Paulin Onkari. Je vous appelle de Dessous. Bonjour, chers invités. Bonjour. Voilà la constitution révisée. Un nouveau code électoral adopté. Que peut nous réserver ces nouvelles initiatives? Voilà une ancienne constitution qui difficilement a été établie par nos ancêtres, je dirais, nos grands, voilà que ça a été touché.
Alors, l'ancien code électoral qui a amené ces députés-là à l'Assemblée, qui a encore créé des désordres. Je me demande ce que ces deux initiatives peuvent nous réserver. C'est votre question. C'est ma question. Merci Qu'en beaucoup. pensez-vous? Merci bien. On vous a compris. On vous a compris. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Oui. Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'auditeur. Vous appelez d'où? C'est monsieur Ligan Innocent. Monsieur Ligan Innocent. Ligan Innocent. Oui, Vous appelez d'où? je suis à Global-Ségué. Oui. Votre question? Moi, je salue d'abord l'invité. Les invités, oui. Et concernant tout le problème maintenant qui se passe là avec l'Assemblée maintenant, est-ce que ça va à l'intérêt du peuple ou bien dans quel intérêt? Moi, je ne sais pas. Ça doit être que vous me dites un peu. Est-ce que ces réformes vont dans l'intérêt du peuple? C'est ça votre question? Oui, oui. C'est ça. Merci bien. Est-ce qu'il y a un autre auditeur? Nous allons prendre un autre auditeur. Très bien, nous revenons ici en studio rapidement à cause de notre temps. Vous avez une minute chacun pour répondre rapidement. Nous allons permettre à l'ami Cissé aussi de conclure cette émission. Je commence par le docteur Taïo, rapidement. Écoutez, Est-ce que nous avons deux auditeurs, Paulin Okanri, qui a voulu savoir que nous réserve ces nouvelles tests, je veux dire, cette nouvelle constitution et les tests subséquents qui sont également révisés. Les gars innocents qui voulaient savoir l'intérêt du peuple dans tout cela. bon, écoutez, je pense que ces deux questions se rejoignent. Hein, donc, l'intérêt du peuple, c'est de se lever, de se mettre au travail. Hein, donc, je pense que c'est de se... je pense que le peuple a été assez passif dans tout ça. Les tests, ils ont été votés, ils s'imposent à nous. Et quand vous dites que... Enfin, rien n'est tard. Nous avons allé à peu près 6 semaines avant la fin de l'année. Et je pense que si cette jeunesse aujourd'hui se lève et dit, bon, nous on veut mettre en place un outil politique qui nous permette de compter, c'est encore possible. Le peuple n'a qu'à se lever, en fait. Pourquoi est-ce que... Enfin, les éducations que nous avons reçues font de nous des êtres éternellement respectés. Est-ce que la diaspora est prête à se lever pour accompagner le processus? Mais la diaspora, elle est là. Nous, on est prêts. Hein. Merci bien. Il n'y a pas de souci. Docteur Sonon, je vous répondrai également à ces deux questions, mais en même temps, la diaspora s'est agrandie, on le sait, avec le départ en exil de la plupart des ténors de l'opposition béninoise, et la tendance de ne pas les voir retourner au pays à brève échéance est aussi très grande. Est-ce qu'on peut compter sur cette diaspora-là pour accompagner le processus, cette nouvelle constitution, le code électoral et tous les tests qui sont en train d'être révisés? Allez-y rapidement. Oui, absolument, on peut compter sur la diaspora. Je l'avais dit, pour en revenir aux questions des auditeurs, moi je dirais tout simplement que la révision de la constitution ne s'est pas faite dans l'intérêt du peuple. Non, c'est clair. C'est une révision ciblée, personnalisée, et moi je souhaite qu'il y ait une rectification le plus tôt possible. Merci Sinon, bien. nous allons tomber dans une L'ami instabilité constitutionnelle. Merci bien. L'ami Cissé, permanente. en 30 secondes, qu'est-ce que vous pensez de tout ce processus? Est-ce qu'une diaspora qui n'a pas pu être associée peut vraiment contribuer à quelque chose? Non, bon, la diaspora contribue toujours, naturellement, il joue son rôle. Elle va continuer à contribuer, surtout celle béninoise. Dans le développement du pays, la diaspora est déjà dans l'action. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons parlé du degré d'implication de la diaspora béninoise dans la révision constitutionnelle du 31 octobre 2019 et ses actes subséquents. Nous avons reçu le docteur Taïo Kokodé, médecin exerçant alternativement en France et au Bénin, et le docteur Fidel Sonin, consultant en management des organisations et conseiller au cabinet du président d'honneur de l'Union sociale libérale. Retrouvez l'émission sur YouTube et sur podcast sur Soleil FM, www.soleilfmbene.com. Lamine Cissé, Fernand Zonano, René Tatou, retrouvez-nous la semaine prochaine. Dans quelques petites secondes, vous suivrez le journal de la rédaction.